Bonjour, chers auditeurs, je suis le frère Marie-Olivier Guillou. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une nouvelle question de survie, comment gérer les conflits dans sa famille. Question de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. Cela fait partie des questions les plus importantes, non seulement en France, mais aussi, je pense, assez largement dans le monde. En tout cas, à Marseille, où j'habite, c'est le cas, la famille reste la valeur numéro un. Il y a d'ailleurs une expression un peu tribale qui fait sourire les étrangers, c'est le sang, frère. Ça veut dire la famille, c'est le sang, la famille, c'est sacré, on ne touche pas à la famille. Or, quelle famille ne connaît pas de conflit? Nous verrons qu'il y a bien des motifs de disputes qui peuvent rendre l'ambiance familiale délétère. Alors, comment préserver ou retrouver l'harmonie familiale? Nous espérons que ce podcast pourra vous donner du grain à moudre pour vos propres histoires familiales. Ah, la famille, c'est le lieu des plus grandes joies et des plus grandes souffrances, me confiait mon ami Frédéric, qui, figurez-vous, a adopté 2 enfants en plus des siens. La famille reste le premier lieu de l'amour, et donc le premier lieu des injustices durement ressenties. Ce sont des souffrances et des blessures qui divisent les cœurs. Alors, de ce point de vue, c'est une erreur de dire quand on aime, on ne compte pas. C'est tout l'inverse qui est vrai. Plus les liens sont forts, étroits, profonds, plus on tient compte de tout. Et oui, c'est une évidence, la famille nous offre son lot de bonheur, mais aussi de souffrance, liées d'ailleurs à des motifs innombrables. Les questions d'argent, les désaccords sur l'éducation des enfants, par exemple, les jalousies, les rivalités entre famille et belle-famille, les mensonges, les abus d'autorité et les blessures de l'enfance qui sont souvent mal cicatrisées. Sur ce dernier point, celle des blessures familiales, il faut s'attarder un moment. Pourquoi? Parce qu'elle constitue la source originelle de la plupart des tensions qui viennent après et qui sont déclenchées par quelque chose de factuel. Par exemple, un héritage difficile. Mais souvent, ces difficultés du moment renvoient à des blessures de l'enfance ou de l'adolescence en réalité. Alors, je mets à part, évidemment, ici, concernant ces blessures familiales, tout ce qui touche au crime sexuel, à l'abus, au viol et donc, en particulier à l'inceste. Tout ça, ça nécessite que justice soit rendue. Mais le reste du temps, on a affaire à des blessures, de l'enfance, qui proviennent de la maladresse, des parents, plus que d'une malveillance, oui. En tout cas, ces blessures, d'hier alimentent les conflits familiaux d'aujourd'hui. Je pense évidemment à cet ami Arnaud qui me confiait, en larmes, alors qu'il a 40 ans: «Un jour mon père m'a dit: "Écoute-moi bien, c'est une bêtise. Tu ne vas pas entrer chez les compagnons, mais tu vas faire ingénieur, tu as le niveau et tu feras ce qu'on te dit puisque c'est nous qui payons." J'ai été malheureux, en échec et mon père ne voulait rien savoir et depuis, je ne lui parle plus vraiment, quelque chose s'est cassé de manière définitive entre nous. Mais l'inverse est vrai aussi. Les enfants, sans le vouloir, peuvent abîmer le lien de confiance avec leurs propres parents. Je pense ici à Olivier qui m'a raconté que sa mère dépressive était ingérable. Alors il a dû, euh, malheureusement, il a dû la mettre sous curatelle et lui faire intégrer un EHPAD alors qu'elle n'avait pas encore 60 ans. C'est rude. Depuis, sa mère et lui sont brouillés et la famille divisée, puisque évidemment chacun a choisi son camp. Alors maintenant, sa mère va mieux, elle a regagné en autonomie, mais quelque chose s'est cassé entre eux. De tout cela naissent des inimitiés qui s'installent sur fond d'anxiété, de dépression, de stress. Et cela pollue l'ambiance familiale. Sans se vouloir positivement du mal, il ne faut pas exagérer.
mais on s'évite, on ne parle plus vraiment. Et quand on se retrouve, ça part en vrille à la moindre occasion. Les blessures non résolues finissent par définir ce qu'on pourrait appeler l'inconscient familial. Et alors, les relations transmettent une souffrance diffuse qui se traduit par un malaise généralisé. Comment s'en libérer? Comment se dégager de ces liens familiaux qui peuvent nous gâcher la vie? Euh, c'est l'enjeu de ce podcast. Alors, ce sujet, vous vous doutez bien, me touche en plein cœur, tout comme vous. On a beau être moine et donc n'avoir pas fondé de famille personnelle, on vient d'une famille avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines. Ma famille n'est pas meilleure que les autres et je ne sais pas si je suis le meilleur placé pour parler, des moyens dont on dispose pour favoriser l'unité, des cœurs dans une famille. Mais comme accompagnateur spirituel, je vois parfois des familles, déchirées, mais aussi des familles qui ressuscitent, qui se réconcilient. Parce que l'unité n'est jamais gagnée, toujours à construire. Essayons ensemble de discerner quelques éléments de réponse pour nous aider à progresser en famille. La première chose à dire, peut-être, est qu'il faut démythifier la famille. Je veux dire qu'il faut accepter d'être déçu par sa propre famille. Je dis souvent que le jour où tous les membres d'une famille acceptent d'être imparfaits, c'est le début d'une réconciliation générale. Je suis assez d'accord avec ce que dit ce psy. Acceptez de revoir à la baisse vos attentes par rapport à votre propre famille. Peut-être ne faut-il plus attendre de partager ce que vous rêviez de partager, ou d'être soutenu dans toutes vos décisions. Et c'est vrai, moi j'en suis convaincu, faire la paix avec sa famille passe d'abord par la case être en paix avec soi-même. Accepter de ne pas tout maîtriser, mais continuer à avancer. Et je me dis qu'après tout, je ne suis pas obligé de m'entendre, à la perfection avec tout le monde. J'ai la famille que j'ai et j'essaie de faire avec chacun de ses membres. L'important étant peut-être de maintenir un lien, aussi, ténu soit-il, ne serait-ce que pour ne pas reporter sur la génération d'après les tensions, qui touchent la nôtre. Alors je garde un lien avec mon frère, ma sœur, parce que c'est le moyen de garder un lien avec, mes neveux et nièces et on garantit ainsi l'avenir. La deuxième chose touche à la responsabilité de chacun dans la construction du lien familial. Je veux dire, on est 3 dans une relation, soi-même, l'autre et la relation. Et comme le dit très bien la psycho, patricienne Charlotte Vils, chacun fait sa part. On n'est pas responsable du blocage de l'autre. Si l'un et l'autre n'ont pas la volonté réelle de se réconcilier, bah, on n'y peut rien. Les 2 doivent avoir envie. De ce point de vue, moi j'ai un ami assez âgé, déjà, mais dont le père est toujours vivant et son père était extrêmement dur avec lui. Et encore aujourd'hui, son père est un mur de silence. Et mon ami, attend de lui encore aujourd'hui ce que son père ne peut pas lui donner. Et il en souffre. Et alors, miracle, tout récemment, il m'a dit, «Écoute, je n'ai pas eu un bon père et je n'ai pas eu ce que j'attendais, mais je sais, aujourd'hui, qu'il n'y a que moi qui puisse me l'apporter». Vous voyez, cette décision est libératrice parce que sans résoudre le problème de fond, cela lui permet de relativiser le conflit qui passe comme, au second plan dans sa relation avec son père. Et la relation, bah, en est d'autant plus harmonieuse au fond, parce que il a pris cette distance, bienveillante. Alors, on voit comment il s'agit de passer d'un modèle d'exigence, de revendication, de victimisation au fond, à un modèle de réalisme, d'encouragement et de gratitude. Bah, je pense aussi à Sonia, qui, entre peu à peu dans cette logique. Elle venait d'avoir une conversation avec sa sœur, qui n'était pas extraordinaire, mais elle avait quand même eu sa sœur au téléphone. Et elle disait: «Cette conversation fera son chemin. Je pourrais reprendre plus tard un dialogue, plus constructif peut-être, mais je garde la porte ouverte», de mon côté en tout cas. Et c'est vrai, ce qui débloque une situation, c'est un mot gentil, un texto sympathique, un peu gratuit, sans aucune demande. Ça favorise la communication, ça l'entretient et ça désamorce souvent, bien des bombes. En troisième lieu, il faut cultiver l'humilité. En effet, toute vraie rencontre, en famille comme en amitié en général, suppose qu'on oublie son orgueil. On a cette fichue manie, de penser qu'on a raison, toujours raison et que les autres ont toujours tort.
parce qu'on ne considère que son propre point de vue. Eh ben non, je ne suis pas omniscient, je peux me tromper, moi aussi. J'ai des défauts, moi aussi. C'est déjà un grand pas vers la résolution des conflits que d'accepter d'être soi-même imparfait, puis de le reconnaître devant les autres. On sort ainsi de la logique de l'affrontement. D'ailleurs, pour la conseillère conjugale, Caroline Cruz, cela est capital. Elle dit volontiers que réfléchir à sa part de responsabilité dans le conflit permet de sortir de sa position de victime et de comprendre qu'on peut y faire quelque chose en modifiant son propre comportement. L'enjeu, au fond, est d'arriver par l'humilité à l'empathie, qui fait que je sens, je ressens en moi ce que l'autre exprime. En tout cas, je m'ouvre sincèrement à son émotion. Cela me permet de vraiment le comprendre, de percevoir ce qu'il vit et comment il le vit. C'est déjà, j'en suis vraiment convaincu, c'est déjà un facteur immense d'apaisement relationnel. Virginie. Virginie me disait que quand elle s'est mariée, sa mère venait de mourir et son père, effondré, était au premier rang dans l'église. Et Virginie en a été extrêmement, blessée parce que son père lui a gâché son mariage, en fait. Il était là, au premier rang en train de pleurer, tout à son deuil qu'il n'a pas su dépasser pour considérer comme la joie de sa fille. Et donc, Virginie, a mis un temps infini à lui pardonner. Et elle a commencé à le faire le jour où son père, qui ne parlait jamais de lui a ouvert son cœur, en fait, pour lui dire: «Écoute Virginie, je souffre encore terriblement de solitude, ta mère me manque». Alors ils ont évoqué le passé, pleuré abondamment ensemble et elle a pu lui pardonner, en fait. Et cette histoire, vous voyez, montre que le pardon est aussi un baume très précieux dans la gestion des conflits, familiaux. Parce que, l'humilité qui conduit au pardon permet de réparer le lien qui a été abîmé et donc garantit une paix durable. Alors, le pardon explicite n'est pas toujours possible. Je te demande pardon, je te pardonne. Mais c'est quand même le meilleur moyen de dépasser les conflits et de reconstruire le lien abîmé. Je dis souvent, celui qui sait dire pardon est un bienfaiteur pour l'humanité et d'abord pour sa famille. Reste encore un dernier secours, celui de la prière. Car, mes amis, recourir au ciel pour gérer les problèmes sur la terre, ça marche plutôt bien. Et je me souviens de cette histoire racontée par un de mes amis prêtres qui m'a vraiment touché. Il avait organisé des vacances pour sa famille. L'ambiance était très tendue entre sa sœur Sarah et sa belle-sœur Élodie. Or, me dit-il, à peine arrivé sur le lieu de vacances, c'est le drame, clash énorme entre ma petite sœur Sarah et ma belle-sœur Élodie. Ma sœur, excédée, se met à crier: «Eh bien, si c'est ça les vacances, je me casse». Alors, le prêtre, toujours de me raconter, alors j'essaie de retenir ma petite sœur, de la rabibocher avec, Élodie, notre belle-sœur, mais rien à faire. Alors j'ai l'idée de chercher une statue dans un recoin du presbytère et voilà que je déniche une vierge grandeur nature, mais sans main. Elle n'avait pas de main. Je me dis: «Je la prends quand même, faute de mieux. De toute façon, au point où on en est, ça fera l'affaire». Donc je m'empresse de mettre cette statue dans le jardin et je convoque tout le monde. «Venez prier, pitié, il faut, sauver nos vacances, on ne peut pas se quitter comme ça». Alors au début, personne ne vient et puis peu à peu chacun s'approche pour entourer la Vierge. Marie m'enchotte. Stupéfaction, Christian, le mari de Sarah, ma petite sœur, prend la parole. «Bon, je sais que je passe pour le mécréant de la famille, mais j'ai envie de prier pour notre famille, parce que je sais qu'au fond on s'aime, qu'on aimerait s'aimer et qu'on souffre de ces divisions. Alors je demande à Marie d'ouvrir nos cœurs». Voilà, j'ai fini. On était tous sidérés, me confie toujours, cet ami prêtre. On était tous sidérés et chacun finalement, bien encouragé par, Christian, a dit un petit mot sur, sa souffrance accumulée, son désir d'être aimé, d'aimer. Alors, Christian, puis ensuite Sarah, puis Anthony, puis Élodie, puis ma mère et moi, on a tous, crié vers le ciel et au bout de 10 minutes, tout le monde pleurait et ma sœur a fini dans les bras de sa belle-sœur. C'était incroyable. On a réussi à sauver les vacances avec l'aide du ciel. Et il conclut en soulignant, le fait qui est remarquable. Le ciel, Dieu n'a pas tout fait. Il a eu besoin de nos mains qu'on a prêtées en quelque sorte à la Sainte Vierge. Ces mains, qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était notre bonne volonté et le fait que tous nous soyons venus finalement autour de la statue pour donner une chance à Dieu au fond et au pardon dans notre famille. Alors si la Vierge n'avait pas de main,
c'était justement pour nous rappeler l'adage bien connu: «Aide toi et le ciel t'aidera». Mes amis, cette histoire est forte, hein. Dieu, à condition de lui laisser une chance dans nos familles, peut nous aider à vivre dans l'amour et dans la paix. C'est la fin de ce podcast et donc, comme de coutume, permettez-moi d'invoquer sur vous et votre famille la bénédiction de Dieu. Seigneur, visite et guéris les liens familiaux qui sont abîmés peut-être chez nos auditeurs. Oui, que Dieu vous bénisse dans vos relations familiales, qu'il mette la paix là où il y a la discorde, là où il y a la haine, qu'il mette l'amour, là où il y a le découragement, qu'il mette l'espérance. Chers amis, merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. À très bientôt sur Questions de survie. Je vous rappelle que vous pouvez réagir en ligne, poser vos questions. Comme toujours, les internautes et toute l'équipe avec les frères Philippe et Rémi, notre ami Arnaud, notre amie Isabelle aussi seront heureux de ces partages. À très bientôt. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.